Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère, on est mardi, il est 7h du matin, c'est ma 300e prise, non c'est la 7e, on va y arriver. Ça va être une bonne journée, mis à part ce temps de merde à Toulouse. Nous ici c'est un refroidissement climatique, je sais pas ce qu'il en est chez vous, mais voilà. On commence direct avec notre feeling grid index. Je sais que vous l'adorez. Côté crypto, on est à 74 dans le grid. Du côté des marchés US, on est dans le neutral à 47. En gros, on n'a pas bougé. Attention, il y a des chiffres échos cette semaine. Ça risque de vous bouger un peu en mode volatilité. Donc, soyez prudents sur les marchés. Quoi vous dire de plus? J'ai adoré monter le zap d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez prendre plaisir à le regarder autant que j'ai pris à le monter. Il y a vraiment des extraits hyper pertinents. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil en investissement dans les apps crypto. J'ai plus qu'à vous inviter à vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. D'ailleurs, ça a été compliqué il y a 2 ans quand on faisait un panel comme celui-ci ou une émission avec que des femmes ou pour parler du sujet. Ça faisait scandale. Franchement, on avait... Bon, il y a toujours évidemment des tweets ou des remarques, mais ça faisait vraiment parler pendant des jours et des jours. Et maintenant, c'est naturel en fait d'avoir ce sujet qui revient. Et c'est pas que le 8 mars. Et pourquoi je pense qu'on peut en discuter justement du fait. Je pense qu'en effet, les femmes qui décident de passer les barrières et d'entrer dans un milieu où il y a du risque, de l'entrepreneuriat, de la finance, de cette nouvelle génération, elles ont peut-être plus envie d'aller chercher cette égalité. Donc elles vont la demander, peut-être qu'on répond plus, je sais pas. Est-ce que vous avez la sensation que par rapport, parce qu'en plus là il y a plusieurs personnes qui ont été dans des milieux industriels, etc., ou dans des milieux un peu macho avant. Est-ce que avant vous osiez, et comme vous êtes dans les cryptos et que vous avez peut-être, on est toutes quasiment indépendantes ou dans des startups, est-ce que c'est ça qui vous donne une énergie d'aller chercher en fait ces places et de les accepter, de battre notre syndrome de l'imposteur? Voilà, donc c'est une question très vague, hein. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Non, mais c'est une très très bonne question, très légitime. Et pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, Sophie, pareil, moi j'ai travaillé dans un secteur très masculin avant. J'étais dans l'immobilier, donc l'immobilier avec de la vente, avec des biens assez, de montants assez importants. Il y avait que des hommes, par exemple, dans mon niveau, à mon étage. J'étais la seule fille en vente. Et du coup, pendant 5 ans, j'ai travaillé qu'avec des mecs. Donc moi, j'étais déjà dans un secteur qui était très concurrentiel, très masculin. Et du coup, c'est peut-être pour ça que moi, j'ai pas eu trop de peur à me lancer dans cet écosystème, parce que j'ai déjà été un petit peu drillée par ma carrière précédente. Et je pense qu'on a un peu le même profil finalement sur cet aspect-là. Et peut-être que c'est lié à l'éducation. Peut-être que c'est lié avec le fait que je pense qu'en tant que femme, on a quand même toujours une peur de ne pas être à la hauteur, de manière générale, peur de se mettre en avant, parce qu'on ne nous l'apprend peut-être pas. Mais on a cette capacité, quand on se rend compte que les gens qui sont dans l'écosystème nous reconnaissent, se rendent compte qu'on est pertinente, comme tu disais juste avant. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent. On discute avec moi, et quand je commence à parler un petit peu blockchain, tech, etc., on me dit « Ah ouais, tu connais quand même ton sujet ». Je dis « Bah ouais ». On la gagne, voilà. En fait, notre crédibilité, on la gagne. On la prend et on la gagne. C'est pour ça qu'on doit quand même peut-être un peu plus se justifier. Mais au final, on n'a pas peur, nous, de se justifier. Nous, on sait qu'on est à l'aise. C'est ça, un peu. Les crypto-monnaies, c'est un sujet qui n'intéresse que très peu la majorité des Français. Et pourtant, de façon ponctuelle, on a tous un collègue ou un oncle qui développe une passion soudaine pour le sujet et qui se met à acheter n'importe quelle crypto qui lui tombe sous la main. Et si tonton Henri ou Thibaut de la Compta se mettent tous les deux à acheter de la crypto à peu près au même moment, ce n'est pas une coïncidence. Il y a de fortes chances qu'ils en aient entendu parler à la télé ou à la radio suite à une explosion des prix. Le Bitcoin a probablement battu son ancien record de prix et les réseaux sociaux sont inondés de posts de personnes qui expliquent avoir gagné des centaines de milliers d'euros grâce à la crypto. Alors oui, ça fait rêver et ça donne envie de s'accaparer une part du gâteau, mais pourtant, il s'agit là probablement d'un des pires moments pour investir. Là, je t'ai partagé une petite image. Donc, on voit un quadrillage avec une partie surlignée qui représente la crypto. Et je voulais mettre cette image en avant pour bien qu'on puisse comprendre que la crypto est une application de la blockchain. Mais quand on parle de la blockchain de manière globale, il y a énormément d'applications.
Il ne faut pas qu'on limite la valeur ajoutée de la blockchain à la crypto. Et c'est d'ailleurs pour ça que les événements qu'on organise s'appellent blockchain plus le nom de la ville. Au début, je voulais mettre en avant le côté crypto, mais quand j'ai vu l'aspect péjoratif qu'il y avait dans la crypto, j'ai préféré employer le terme blockchain. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enlevé Crypto Almaz. Maintenant, j'ai juste mis mon prénom parce qu'il faut qu'on puisse avancer dans des bonnes conditions et il ne faut pas que les gens arrivent avec des idées préconçues. Et d'ailleurs, ça me rappelle un peu ce que Reddit avait fait. Reddit, quand ils ont lancé leur NFT, ils n'ont pas employé le mot NFT parce qu'ils ont vu qu'il y avait une connotation très négative derrière le terme d'NFT. Ils ont préféré parler d'images de collection, digital collectible in English. Donc, on va essayer d'avoir cette approche. Et je voulais aussi qu'on revienne ensemble sur un commentaire que j'ai eu. Donc, je te lis le commentaire. La personne me dit, je comprends la stratégie du titre de ta vidéo. Alors, il parle de la vidéo dont le titre était La blockchain va révolutionner l'Afrique ou quelque chose comme ça. Je te mettrai la capture d'écran. Donc, il dit, mais désolé de t'informer que la blockchain ne va pas sauver l'Afrique. Si c'est ta curiosité perso, c'est bien. La tech est particulière à chaque peuple. Il faut plutôt penser comment développer des techs spécifiques à l'Afrique. Ce à quoi j'ai répondu que je pense profondément que la blockchain va sauver l'Afrique. Alors, je ne pourrais pas me prononcer sur toutes les technologies, mais en ce qui concerne la blockchain, je suis convaincue que l'Afrique est justement un des continents, si ce n'est le continent où la blockchain a la plus grande utilité. Après, on n'est pas venu ici pour uniquement parler, pour avoir des paroles dans le vent. On aimerait aussi se baser sur des faits, sur des statistiques. C'est pour ça que je t'en ai ramené une qui nous vient d'un rapport de Chainalysis. Donc là, on voit les volumes de transactions du Bitcoin de juillet 2022 à juin 2023. Et on peut voir que l'Afrique subsaharienne arrive en première position avec 9,3% de volume de transactions en Bitcoin. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Alors là, je vais pas m'étaler sur toutes les applications, les utilités de la blockchain. Je t'invite à assister à l'événement Blockchain Baby qu'on fera en juin. Et dans tous les cas, le but est qu'on puisse aller dans tous les pays d'Afrique pour justement parler de la valeur ajoutée qu'a la blockchain. Mais si jamais tu penses que la blockchain pourrait nuire à l'Afrique, je serais ravie de t'entendre en commentaire et on pourrait même faire un débat sur le sujet. En tout cas, tu connais ma position sur la blockchain et si tu la partages, continuons pour voir comment est-ce qu'on peut mener à bien notre mission. Et elle continue avec un thread que je trouvais drôle. Il y a un thread qui a pété, vous voyez, pratiquement 2 millions de vues. En fait, c'est un gars sur Twitter qui a fait un thread en expliquant tous les pires tokens, les pires lancements de tokens. On a eu des trucs, mais hallucinants. C'est-à-dire que par exemple, là, on a eu le Dart Token. Alors, faites attention, hein, tous ces tokens-là, c'est même coin, ces trucs, ça vaut rien. C'est un pump and dump direct. Bref, il y a aucun fondamental intéressant derrière. Mais du coup, on a des mecs qui vont tellement loin, c'est abusé. On n'avait pas vu ça durant les derniers cycles. Par exemple, là, le Dart Token, le mec, au niveau de l'ouverture du token, il s'est mis de l'essence sur lui et ses potes lui ont tiré dessus avec des feux artifices. Du coup, il a pris feu. Non, mais incroyable. Et parce qu'il a pris feu, son token a explosé. Non, mais hallucinant. On a eu aussi ça, mais ça m'a fumé de rire. Je sais même pas comment c'est possible. Il y a un gamin, alors oui, il est assez jeune, il est même pas majeur. Il a créé son token et en fait, à chaque mec qui achetait de son token, sa mère qui est ici montrait ses seins, montrait sa poitrine. Et du coup, il y a eu 1500 viewers sur le live et le coin, récemment, il est monté à 300 millions de market cap. Le coin, il est monté à 300 millions de market cap juste parce que sa mère, elle montrait ses seins en live. Non, mais ça me fume de rire. Et on a des trucs beaucoup moins cool aussi. Par exemple, un mec, alors on sait pas si c'est vraiment vrai ou pas, qui était kidnappé. Les mecs, ils avaient mis des paliers pour faire différentes choses avec le gars et suivant la market cap du coin. Un mec qui avait pas de hands. Donc en fait, son truc, c'était en gros, il avait pas de main. Donc en gros, il a dit, ouais, j'ai créé un coin, j'ai pas de main, du coup, je peux pas vendre. Et en fait, dès que le pump a commencé sur son coin, il a fait quoi? Il a direct montré ses mains et puis il a direct acheté le coin, quoi. Non, mais trop drôle. Et ensuite, il s'est remis comme si de rien n'était derrière, hop, sans les mains. On a encore un truc au niveau du cul. On avait Slurp qui a burn Surfer Express, je crois, 10 millions de dollars. Là, on a un combat de boxe, le mec qui a perdu sa dent. Bref, il y a des coins en ce moment, mais c'est n'importe quoi. On avait déjà vu ça en 2021 où t'avais des coins sur un peu tout et rien, mais t'avais pas à ce stade-là où en fait les gens essayent de monter une hype sur de l'absurdité en fait. Et c'est vrai que c'est fou, mais plus on avance dans les bull runs, plus j'ai l'impression que les mêmes coins prennent une place aussi importante. Ah, cette question, je l'adore. Dites-nous les cryptos qui peuvent exploser prochainement. Je trouverai pas ça chez nous. Et bah voilà, dis-moi ça en commentaire parce que moi ça m'intéresse. Je les veux là, tu me fais une petite liste à l'après-vert là, top 2024 et ça y est, je mets de l'argent sur tout direct sans réfléchir, c'est parti. Non, mais en fait, Hassan, on fait jamais ça sur cette chaîne. L'objectif, c'est vraiment de reprendre en main le côté investissement, de comprendre ce qu'on fait et on n'est pas du tout à chier quoi que ce soit. On fait pas de top 10, on fait pas de top 20. Voilà.
C'est pas ici que tu trouveras ça. Il y en a beaucoup qui le font sur YouTube, qui font d'ailleurs énormément de vues pour la maigre qualité de contenu qu'ils font, malheureusement. Mais voilà. On sait que ça répond à une demande. On n'est pas sponsorisé, du coup, on peut pas se permettre de chiller des projets. On n'a pas de token, on n'a pas de token sur ces projets-là, donc on peut pas se permettre de les chiller. Non, et puis c'est pas dans l'idée, clairement. Ça vous aiderait pas. C'est à la moindre baisse, là, comme il y a eu, vous lâcheriez tous vos tokens, vous seriez en perte totale, donc aucun intérêt. Creusez le fondamental, prenez le temps de réfléchir, utilisez le projet, et après, s'il vous plaît, s'il est en rapport avec votre niveau de risque et votre allocation, vous y allez ou vous y allez pas, mais c'est vous qui décidez. C'est pas à nous de vous dire, faut acheter ça, c'est du bullshit. Ouais. Et la preuve, la dernière fois que j'ai fait un live là, avec Théo sur la Deepine, je prenais tous les projets qui étaient un peu en mouvance et je vous montrais des données chiffrées, chose que personne ne fait globalement sur YouTube. Et là, tout le monde dit « Ah, ben, t'es en train de descendre tous les projets. » Non. D'un point de vue fondamental et objectif, je regarde vraiment l'utilisation des projets, combien ils ont de serveurs, combien ils ont de GPU, combien ils ont de CPU. Est-ce que c'est intéressant, comment ils sont utilisés? Et après, je décide ou non d'y aller. Mais ça marche comme ça, en fait. On prend des données factuelles et après, on prend une décision. On prend pas une décision parce qu'il y a un mec qui vous a dit que c'était bien. Ça marche pas comme ça. Ouais. D'ailleurs, il y a le replay du live, c'est DeepInc, mais il y a aussi pas mal de projets d'IA qu'on a bien développé. Ouais, bien sûr. Voilà, donc allez le voir parce que ça va un peu de pair, tout ça. Et il y en a que ça a beaucoup surpris parce que justement, il y en a que ça a pas mal surpris dans les commentaires parce que justement, c'est des projets qui sont énormément chillés par certains influenceurs. Et quand on prend des données factuelles, c'est moins beau. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui le sont un peu moins. Et il y a la réalité. Après, c'est comme tout. Hein. L'idée, c'est pas forcément de dire ce projet-là, il est pourri, il est pas intéressant. Non, c'est pas importe, mais c'est de vous faire une vision objective d'un sujet spécifique et après de vous dire j'y vais pas. Hein. Parce que de toute façon, si vous attendez encore une fois à ce que quelqu'un vous dise ce projet-là, il est intéressant, vous investissez, vous perdez votre argent parce que vous ne maîtrisez pas votre risque, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Hein. Et la majorité des gens en crypto, c'est ça. Notre news pas top, c'est tout simplement les groupes de personnes à l'origine du piratage du pont interchain Orbitchain, qui ont sorti 82 millions de dollars lorsqu'ils ont fait le hack, mais ils ont envoyé 48 millions de dollars à Tornado Cash. Bon, ils essayent de blanchir un petit peu pour effacer des traces et puis après faire des choses avec. Bon, malheureusement, Tornado Cash qui est employé par des criminels, on n'a pas le choix. En 2013, on s'est dit, mais il faut que le monde entier connaisse Bitcoin. Parce que c'est vrai que Bitcoin n'était pas élevé, c'était à $8, $10. C'était très niché. C'était extrêmement niché et ça avait une très mauvaise réputation, n'oublions pas ça. Pour revenir donc sur le sujet, on s'est dit, il faut vraiment évangéliser le Bitcoin, il faut l'expliquer. Okay. On avait un immeuble qui nous restait, un petit immeuble de 3 étages, très adorable sur le boulevard Saint-Laurent, très bien placé, avec des locataires. On n'a pas renouvelé les baux et on a décidé de le dédier à la communauté Bitcoin entièrement. Okay. C'est-à-dire qu'on a créé la première ambassade Bitcoin au monde, 2013, à Montréal, où on a dit tous les Bitcoiners sont bienvenus. Venez. Okay. Tout est gratuit, l'Internet gratuit, les bureaux gratuits, on fait du brainstorming, vous pouvez amener votre société. La seule chose que je demande en échange, c'est que tous les jours, il y a au moins une personne qui fasse un cours de 1 heure, le matin et 1 heure l'après-midi, sur qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain. Okay. Tous les week-ends, il y a un meet-up. Tous les week-ends, il y a un meet-up où on invite tout le monde, les régulateurs, les politiciens, les gens de la rue, monsieur tout le monde, pour parler technologie, pour parler Bitcoin. D'accord. Et c'était ça l'échange. Okay. Et ça a été merveilleux. Donc il y avait une vraie conviction autour du Bitcoin pour pouvoir monter ça. Alors nous, on était passionnés, on était absolument convaincus, on avait vraiment la fibre, on était dedans. Et c'était de belles années parce que c'était des années où on rêvait beaucoup. On refaisait le monde. On avait rapidement compris que le Bitcoin, la monnaie Bitcoin, n'est qu'une application de la blockchain et qu'en fait, la blockchain pouvait avoir beaucoup, beaucoup d'autres utilités. On savait qu'il y avait un besoin d'une nouvelle génération. Ça a été Ethereum par la suite, etc. Mais est resté le fait que Bitcoin est resté la blockchain pour la monnaie. Et ça, c'est bien, je trouve. Mais oui, il y a une conviction. On a fait beaucoup de lobbying au Canada, à l'échelle gouvernementale. Hein. Tu as un côté un peu cypherpunk. T'apprécies les valeurs en dehors de tout ça parce que c'est sûr, il y a le côté spéculatif, spéculation, mais derrière, il y a des vraies valeurs aussi qui véhiculent le projet. Au début, l'aspect spéculatif était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. D'accord.
Ça, faut le comprendre quand aussi. il est passé de quelques centimes à $1, c'était quand même énorme. Ah non, mais attendez, les gens qui me voient aujourd'hui, ils disent, Jean-Marc, avec le Bitcoin à 50 000 comme il est aujourd'hui, tu dois être multimilliardaire. Mais ça marche pas comme ça, la vie. Ouais. Quand on achète un Bitcoin à $1, il arrive à $10, tu dis, wow, est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais? On commence à trépigner. Quand il arrive à $100, alors là, personne n'hésite. On appuie sur le bouton vente. C'est évidemment. La même chose avec les cryptos aujourd'hui. Hein. Il faut pas hésiter, enfin. Et puis, quelque part, j'ai eu un mentor qui m'a dit, je lui ai demandé si il avait un conseil à me donner, ça serait lequel? Et il m'a dit, moi j'ai fait ma fortune en vendant toujours trop tôt, mais je n'ai jamais vendu trop tard. Donc, à partir de ce moment-là, quand ça passe de 1 à 100 ou de 10 à 100, évidemment qu'il faut vendre. Et si ça passe à 1000 après, peut-être qu'on a des regrets, mais il faut pas regarder en arrière. Alors quand ça passe à 50 000, moi je regarde en arrière et je me dis mais mince, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Mais ça c'est humain, je peux pas m'en empêcher. Et je pense à tous les bitcoins qu'on a distribués boulevard Saint-Laurent gratuitement et je me dis si seulement je pouvais les rappeler, leur dire vous savez c'était un prêt. Hein mais bon. Ça pour moi c'est la grosse information du jour. Gardez le cap 2025. Moi pour moi j'ai la conviction ultime qu'en 2025 ça va être la fête au village. Et il faut pas oublier les grandes lignes de ce qu'il est en train de se passer en coulisses. C'est que c'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. Honnêtement, ça me dépasse les chiffres. Les crypto inflow, 2 milliards au mois de juin. Ethereum, 69 millions. Ça commence à venir. Ça veut dire que les gens anticipent l'ETF qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Et donc, on a 1,973 milliard sur le Bitcoin, 68 millions. Solana et tout ça, beaucoup moins, mais on voit que ça y est, ça accélère. Et surtout, Ethereum, c'est l'Ethereum qui va amener du relais aussi au niveau des inflows des crypto-monnaies. C'est assez dingue les chiffres qu'on est en train de voir. L'élément très important de cette semaine au niveau de la macroéconomie, ça va être la conférence du FOMC avec le discours de Jérôme Powell. Normalement, le marché est en train de pricer pas de changement de taux. Je pense aussi, mais par contre, le discours risque de changer. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo de samedi. Oui, le titre est un petit peu racoleur, sans trop l'être, étant donné que, pour moi, vraiment, on se dirige vers une crise qui va être une énorme opportunité, mais qui n'est pas tout de suite, mais il faut comprendre exactement ce qui va se passer. Et je pense que, ici, le discours de la Fed va faire écho à cette vidéo. J'ai trouvé ça assez étonnant que Sky News, du côté Angleterre, nous explique qu'on est en train de se faire berner sur l'inflation qui est aux alentours des 2,5, 2,6% et que tout le monde chante coupe-paillé autour du feu. Grosso modo, il a un peu accusé le coup, mais honnêtement, c'est assez fou de l'avoir. Donc c'est Bitcoin News qui le partageait. Et en fait, il expliquait que c'est pas l'inflation qu'il faut qu'on regarde, c'est plutôt l'agrégation de l'inflation depuis 2021 qu'il faut qu'on regarde. Et du côté US, ça a pris 25%. Du côté de l'Angleterre, ça a pris 20%. Un petit peu moins en France, voire bien moins en France que par rapport au reste de l'Europe, pour la simple et bonne raison qu'on était surprotégé, notamment vis-à-vis du bouclier tarifaire sur les énergies, le bouclier énergétique. On adore les boucliers, nous, on est Excalibur, ou des gladiateurs. Mais vous comprenez un petit peu que ce qu'on ressent d'un point de vue consommation, c'est les 20% d'augmentation qu'il y a eu au niveau des 3 dernières années. Ça, c'est directement corrélé au pouvoir d'achat. Donc oui, l'idée de l'inflation telle qu'on la connaît sur une augmentation du CPI ou du PCE Core de 2%, c'est un mythe en fait, c'est un leurre en réalité. Et je rappelle que l'inflation est un problème de pauvres et non pas un problème de riches. C'est la déflation qui est un problème de riches et non pas un problème de pauvres. Quand il y a la déflation, on paye moins cher, donc sans rien faire, si on ne baisse pas notre rémunération, on gagne en pouvoir d'achat. Comprenez-le comme ça. Donc c'est assez difficile à accepter. Si on veut compenser ce type d'augmentation qu'on peut avoir, notamment en Europe, voire dans les pays occidentaux, il faudrait que notre rémunération depuis 2021 ait augmenté d'au moins 20%. Regardez de votre côté, regardez vos fiches de paye, est-ce que votre rémunération a augmenté de 20% ? Si la réponse est non, alors le pouvoir d'achat a été tout simplement perdu. En Europe, on va devoir discuter de toute la problématique des élections européennes. Pas sûr que c'est une immense corrélation avec les marchés financiers, mais en tout cas, ce qui s'est passé pour la France hier, avec la victoire écrasante de l'extrême droite et la dissolution de l'Assemblée nationale immédiate décidée par Monsieur Macron hier soir, très vite après les résultats des élections européennes, peut remettre une certaine dose d'instabilité en France. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. J'ai entendu votre message. Puis le seul responsable... Mais pourquoi t'as abruti
Est-ce qu'il y aura une contagion sur le marché? On a vu que les marchés ces derniers temps étaient tellement résilients et on avait strictement rien à foutre de la politique. On peut se poser la question, mais la réponse on l'aura ce matin déjà à l'ouverture sur le CAC 40. On a vu aussi que les extrêmes montaient un petit peu partout quand même. Donc il y a aussi un stress. Mais par contre, Madame Van der Machin à Bruxelles est très contente parce que tout va bien. L'équilibre est conservé au Parlement européen, selon elle. Enfin, on en reparlera, mais je pense pas que ça a une énorme influence sur les marchés boursiers parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse, nous. Jeudi, on a eu la baisse des taux en Europe. On s'est dit, bon, bah, le dollar peut réagir, surtout où il était. Vous vous souvenez, sous ce low monthly, c'est vraiment la meilleure zone pour donner une réaction au dollar index. Également, on avait cette grosse zone ici, que je vous ai pas indiqué, mais qui est quand même assez importante. Le marché est venu travailler ici. Et donc, à ce moment-là, bon, bah, là, on a eu une belle réaction. Et en fait, c'est le NFP qui a confirmé la réaction du dollar index. Donc, le fait d'avoir aussi un dollar index qui redevient aussi fort, attention. Attention, parce que là, dans ce flux baissier ici, on a travaillé toute l'imbalance ici, là. Donc, le marché a consolidé dans l'imbalance. Donc, le job a été fait. Juste ici. On est venu récupérer le lot mensuel. Donc là, on a deux petits creux là qui sont au même endroit, donc ça sera chassé plus tard. Je pense pas que ça sera chassé tout de suite, mais peut-être au cours d'année 2024 ou 2025, on reviendra peut-être sous ce lot. Mais j'ai le sentiment que le bottom a été trouvé ici sur le dollar index et qu'on est mature pour éventuellement maintenant se diriger vers ces sommets et avoir un rallye peut-être au cours des prochaines semaines. Donc si le dollar index fait un rallye, vous doutez bien que les assets à risque vont avoir du mal. Pour ceux qui sont nouveaux, en fait, si vous voulez, quand le dollar il est très haussier, éventuellement ça peut causer un peu de pression baissière sur le gold. Ok, par exemple le gold, vous voyez ici, bam, grosse bougie rouge, et également le marché américain, les indices ici. Et on voit que quand le dollar s'est réveillé, on a eu le marché US qui lui a fait ici cette bougie rouge. Vous voyez, donc c'est plutôt le gold ici qui a pris cher. Les valeurs technologiques comme le Bitcoin, bah ça va encore. Ça a été bougie rouge, même le Nasdaq ici par exemple, mais ça va. C'est pas non plus manger un truc waouh, la fin du monde. Donc ça va pour l'instant, mais ça pourrait éventuellement ralentir un petit peu ce flux haussier. Et voir comment vont réagir les cryptos. Mais en tout cas, le dollar index nous fait quelque chose de très sympa ici. Et si jamais on clôture comme ça ce soir, ou même encore plus haut, hein, on aura la cassure du dernier sommet descendant, on aura un signal extrêmement bullish juste ici. Donc là, il n'est pas encore confirmé, donc je ne vais pas le laisser, mais on aura éventuellement un gros signal ici. Et donc à ce moment-là, le dollar index aura de grosses probabilités de, si jamais il dip, de juste venir combler l'imbalance qu'on est en train de former là, qui n'est pas encore confirmé, il faudra attendre cette bougie, mais pour l'instant, ça se formerait ici. Donc on pourrait également juste venir mécher rapidement dans cette imbalance pour pousser plus haut et aller chercher ici cette zone de stop au 506,5 points et éventuellement les prochains objectifs 107,3 et 107,9 pour cet été. Donc là, j'ai l'impression que le dollar index peut nous préparer un mouvement haussier, sachant que techniquement ça se valide et fondamentalement NFP en hausse. Et également, on a quoi d'autre? On a aussi des chiffres catastrophiques, la Fed qui baisse pas les taux et la BCE qui a baissé ses taux. Donc on a l'euro qui est en train de s'affaiblir face au dollar. Parce que eux ils sont en train de baisser leurs taux et pas les Américains. Comme d'habitude, donc là on a déjà parlé du Dixie, mais qu'est-ce qu'on fait? Comme tous les lundis, on reset notre mindset avec donc une vue weekly. Donc pour les nouveaux, c'est quoi? En gros là c'est le Bitcoin en très long terme. Regardez là le début juste ici, c'est le 10 août 2020, donc ça fait il y a 4 ans pratiquement ici. Et en gros, chaque bougie que vous voyez ici, une bougie, à chaque fois c'est une semaine. C'est pour ça qu'on est en weekly. Donc vous pouvez le choisir juste ici, weekly. Une bougie est égale une semaine. Et ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de reset nos billets, parce qu'en fait pendant la semaine, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est vraiment en fait hyper volatile et surtout quand on est en très court terme. Par exemple en 15 minutes, en 1 heure, même des fois, en 4 heures ça commence à être moins long terme. En moins court terme, on parle plus de moyen terme. Mais par exemple, on a fini la semaine en baisse, d'accord? On a eu une belle baisse vendredi dernier, donc il y en a beaucoup qui sont passés bearish. Alors que, en fait, quand on regarde en weekly, même en moyen terme, on est quand même en haut de range. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde en weekly, ça nous permet de nous rappeler qu'on est haussier, d'accord? Regardez, désolé, mais oui, alors il y a beaucoup de dessins, je vais vous enlever ça, regardez. Je vais enlever Ishimoku, même je vais vous enlever donc les oscillateurs de momentum, et je vous enlève tous les dessins. Regardez. Est-ce qu'on est baissier ou est-ce qu'on est haussier? On voit clairement que ça monte, d'accord? On voit clairement que ça monte, donc ça, on est d'accord entre nous les gars. Hop, je remets juste ça, parfait. Donc, ah non, j'ai fait des bêtises, attendez une petite seconde.
Ah mais non, mais je sais pourquoi. Ok, c'est bon. Donc je disais, on voit clairement qu'on monte. Surtout en fait depuis, ici le bottom depuis 2022, même on peut dire vraiment ça a commencé en début 2023, donc ça fait déjà 1 an et demi. On fait que monter. Ok. Donc à aucun moment il y a une pattern de retournement. À aucun moment on se dit bearish. Oui, ici il y a une belle baisse, d'accord, mais ça a juste été en fait une zone de prise de profit. On en fait partie. Dès qu'on a cassé en fait l'ancien ATH du dernier bull run juste ici, donc c'était en novembre 2021. Mais il y a eu des gros portefeuilles qui ont commencé à prendre des profits. Et j'en fais partie parce que moi j'ai acheté la plupart de mes bitcoins juste ici, d'accord. Donc vraiment des zones assez incroyables. Donc bien sûr qu'on prend des profits. Donc ça a bien ralenti, ça a chuté, et là on reprend une tendance. Pour le moment, je vois juste en fait un mouvement de continuation. Par contre, si je commence à voir ça, bon, là, on peut parler. Bon, là, ça fait un peu bas. Mais même ici, on va même sans aller beaucoup plus loin. Regardez, si on a ça, c'est un M, et là, ça serait pas beau, d'accord? Là, ça serait donc la neckline, en plus le point de retracement sur les 56 000 $. Là, je vais commencer à me poser des questions. Mais là, pour le moment, regardez, on fait bien des bas de plus en plus hauts, et on fait bien des hauts de plus en plus haut, donc tout simplement on est en tendance haussière. On va passer maintenant sur l'indicateur que les market makers et les whales vous cachent. Bien sûr c'est du on-chain parce que l'on-chain c'est plus fort que tout, et bien sûr que les market makers, les whales, shake l'on-chain. Je suppose que vous connaissez l'open interest, mais est-ce que vous connaissez le net delta? C'est la différence entre les longues et les shorts. Si le net delta est vert, c'est-à-dire qu'il y a plus de longueurs qui sont ajoutées sur une bougie. Si c'est rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de shorters qui sont ajoutés sur une bougie, ou qu'il y a moins de longueurs et que les shorters sont restés. C'est simplement la différence entre les longueurs et les shorters. On peut voir que durant tout ce range sur l'action price, une résistance a commencé à se dessiner sur le net delta. C'est-à-dire que plus ce range avance, plus les longues et les shorts s'équilibrent. Pour ça que les ranges sont là, c'est pour équilibrer tout ce qui est long et short. Et là, on voit clairement que ça fait son effet puisqu'il y a de moins en moins de longues et potentiellement de plus en plus de shorts qui s'ajoutent durant ce range. Autre chose très intéressante, c'est que cette résistance fait effet de résistance également sur l'action price. On avait une résistance ici, on se fait rejeter par rapport à ce top de 14%, 15% même. Ensuite, on a ce rejet-là sur 1 ou 2 semaines. Ici également, top, fallait shorter. Ici également, petit short, mais short quand même. Et une fois plus, on teste cette zone. Et depuis qu'on l'a testé, eh bien, ça galère un petit peu ici sur l'action price. On peut shaker le niveau de 38 milliards ici sur l'open interest, même 39 milliards, parce qu'il y a énormément de positions qui sont ouvertes actuellement. Historiquement, ce niveau a fait office de résistance. Ici, on se fait rejeter 1 fois, 2 fois, 3 fois. On reteste ce niveau actuellement. On a fait un double top sur l'action price, mais pas de double top ici pour l'instant sur l'open interest. Et je rappelle qu'également sur le net delta, support résistance, vous connaissez le concept, si on breakout à la hausse, ultra bullish, et si on pète à la baisse, eh bien une fois plus, un petit dump comme ici, ou même potentiellement un gros dump. Mais en tout cas, ce qui est plus certain selon moi, c'est si on breakout ce truc ici à la hausse, ça sera selon moi un gros pump. Là, Bitcoin dominance. Alors comme on avait vu la dernière fois, on essayait de breaker cette petite structure. On n'a pas confirmé, vous savez qu'il faut une bougie rouge pour confirmer, on avait une bougie verte, puis là on a fait un pullback, et là on est encore en train de travailler le bas de la zone, donc c'est pareil, est-ce qu'on est sur un pullback pour ensuite repartir à la baisse, et là on aura droit potentiellement à une petite altcoin season, ou sinon, eh bien on va réintégrer la structure, confirmer, et tout simplement aller chercher la borne haute, ici de la structure, et au passage le bas de la zone de rechargement de short, ici. C'était l'objectif, rappelez-vous quand on était là, je vous ai toujours dit, pour ce bull run, mon objectif c'est là, je pense pas qu'on ira plus haut que 64% au niveau du Bitcoin, alors c'est possible, on pourrait aller chercher ce gros niveau de résistance ici, comme lors des précédents bull run, mais voilà, si déjà on vient chercher la borne de haute, et puis qu'ensuite on a une grosse chute comme ça, ça nous donnera une grosse altcoin season. Bon, ceci étant dit, à court terme, si on réintègre, on ira dans un premier temps chercher cette petite zone-là entre les 57 et les 58%, puisqu'on a la confluence entre le bas de la zone de rechargement de short et le haut de la structure. Et ensuite, on ira peut-être retester le bas, et ensuite on verra si on a une petite, parce que souvent dans les bull runs précédents, on avait une petite altcoin season et ensuite une plus importante par la suite. Donc voilà, si on arrive à breaker cette structure, peut-être après venir chercher la zone de rechargement de short, on pourrait avoir cette petite altcoin season. Ou maintenant, on pourrait l'avoir si on a un gros rejet ici de cette zone, pour valider la cassure de cette structure, pour aller chercher peut-être ce gros support ici, ça nous donnerait une petite altcoin season, après peut-être un potentiel rebond, et puis ensuite la vraie altcoin season. Voilà. Quoi qu'il en soit, on continuera à surveiller ça attentivement. Ensuite, côté Sandbox, qui est pour moi, je le rappelle, le métaverse numéro 1, ils font une belle opération. Alors, si vous savez un petit peu utiliser l'outil qui est mis à votre disposition gratuitement de la part de Sandbox, qui est un outil en fait pour créer des maps sur Sandbox, et vous avez quand même jusqu'à 30 000 Sand à gagner. Donc, c'est vraiment pas mal. On a jusqu'au 28 juin, je crois, pour s'inscrire. 27 juin, c'est écrit ici. Et après, les gens votent. Faut faire un thème autour de Paris par rapport au JO. Et donc, voilà, si vous avez un peu de temps, vous êtes un peu créatif, l'outil est assez facile à prendre en main. Ça peut être sympa.
tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.